Pendant des décennies, la zone d'exclusion de Tchernobyl a été considérée comme un lieu de non-retour, un paysage dévasté par un accident qui a marqué à jamais la mémoire humaine. Les villes se vidèrent, les routes s'effondrèrent sous la pluie, et la végétation reconquit chaque recoin avec une force inattendue. Là où régnait jadis l'activité, une jeune forêt pousse désormais sans entrave. Les ruines s'enfoncent sous les racines, les poteaux rouillés penchent vers le sol et les toits s'écroulent sous le poids des années. Mais ce qui aurait dû être un territoire mort s'est transformé de façon inattendue en un refuge improbable pour la vie. En l'absence des humains, les animaux revinrent, d'abord timidement, puis en une abondance que personne n'avait prévue. Ils traversaient des avenues désertes, buvaient dans des canaux creusés par le temps et se reposaient sur des bâtiments qui n'appartenaient plus à personne. Et aujourd'hui encore, certaines de ces ombres errent parmi ces mêmes ruines. Mais alors que ces créatures reconquièrent un territoire que l'humanité a abandonné il y a des décennies, une question inévitable se pose. Pourquoi leur est-on permis d'habiter un lieu qui, pour l'espèce humaine, reste synonyme de danger? Pendant des années, on a cru qu'entrer à Tchernobyl revenait à s'aventurer dans une destination scellée par les radiations, un risque capable de déformer la chair et d'anéantir la vie. Malgré tout, dans ce paysage transformé, la vie a trouvé des failles. Génération après génération, les animaux s'adaptèrent sans le savoir, se déplaçant parmi les structures corrodées et les sols contaminés, obéissant à des pulsions plus anciennes que le souvenir de la catastrophe elle-même. Aujourd'hui, le contraste est frappant. Les radiations sont toujours présentes, invisibles et persistantes, mais la faune sauvage a trouvé le moyen de prospérer malgré elles. Les sangliers se déplacent le long des sentiers recouverts de feuilles, retournant la terre à la recherche de nourriture. Les cerfs et les bisons d'Europe paissent dans les clairières, occupant les vieux champs et les routes défoncées. Le long des rives des rivières et des canaux silencieux, les castors construisent des barrages qui modifient le cours de l'eau. Plus haut, parmi les troncs d'arbres et les structures abandonnées, des lynx et des renards roux patrouillent un paysage qui ne porte presque plus la trace de la présence humaine. Ce qui se passe à Tchernobyl n'est pas une renaissance idéale, c'est une adaptation extrême. Les créatures ne prospèrent pas parce que l'environnement est sûr. La vie y prospère car, pour la première fois depuis des générations, cette terre est libre de toute présence humaine. Dans cet écosystème modifié, les animaux ont retrouvé des comportements ancestraux qui, ailleurs, étaient étouffés par le bruit, la lumière et la pression de l'activité humaine. Et parmi toutes ces espèces, il en est une qui a évolué de façon surprenante. À Tchernobyl, où la végétation envahit le béton et transforme ce qui était autrefois des rues, ce prédateur se déplace avec une confiance retrouvée. Le silence du lieu semble lui ouvrir des voies qui n'existaient pas auparavant, et sa présence se meut au rythme d'un territoire qui ne lui oppose plus aucune résistance. Que se passe-t-il pour un chasseur lorsque l'absence d'humains lui rend un territoire entier? Dans la zone d'exclusion, le loup est revenu occuper un espace dont il avait été chassé depuis des générations. Avec le temps, il reprit des comportements qu'il semblait avoir oubliés et étendit ses mouvements avec une liberté qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Ce qui n'était autrefois que des sentiers gardés est désormais devenu un chemin qu'il parcourt avec aisance. Il se faufile entre les ruines, lève le museau pour sonder le vent et poursuit sa route comme s'il n'avait jamais quitté les lieux. Les ruines firent partie de leur routine et le silence devint un atout. Là, elle cessa d'être une présence marginale. Sa population augmenta et son influence s'étendit à tout Tchernobyl. À partir de ce moment-là, son comportement a commencé à se transformer. Contrairement à ses congénères d'autres régions, ce loup n'a pas peur des traces du passé. Reposez-vous parmi les colonnes effondrées, cherchez l'ombre dans les vestiges des entrepôts que la nature a commencé à recouvrir et courez le long des sentiers où, il y a des décennies, seules les machines circulaient. La zone qui reste interdite aux humains est pour lui un espace continu, ouvert et immense. En l'absence de routes fréquentées, de pression du bétail et de concurrence pour le territoire,
le troupeau se déplaçait librement vers les zones où la forêt avait repoussé. L'absence d'humains a façonné leur comportement. Les troupeaux y sont plus importants, mieux organisés et plus stables. Ils se déplacent comme un seul corps, parcourent de vastes distances et défendent des territoires qu'il serait impossible de maintenir ailleurs. Le leadership est incontestable et la cohésion quasi absolue, car rien ne perturbe leur dynamique. Ils n'ont pas besoin de se diviser pour éviter les conflits. Tout le territoire qui les entoure leur appartient. La zone d'exclusion couvre plus de 2600 km² de forêts, de rivières, de marais et de ruines. Un immense espace qui, involontairement et sans contrôle, s'est transformé en sanctuaire pour des prédateurs qui n'avaient pas connu un territoire aussi vaste et silencieux depuis longtemps. Dans un tel environnement, chaque mouvement trouve de nouvelles opportunités. La chasse s'adapte à ces espaces reconquis. Aux abords des forêts, là où les jeunes arbres se mêlent aux prairies ouvertes, les loups trouvent des chevreuils broutant parmi les ruines et des sangliers remuant le sol encore contaminé. Les cerfs sont revenus dans des endroits où pas une ombre n'avait foulé le sol depuis des décennies, et les castors ont reconstruit des canaux qui avaient disparu. Ici, la vie prospère sans autorisation, et les loups profitent de cette abondance inattendue. Les attaques sont rapides et précises. Ils progressent entre les brèches dans les murs, se dissimulent dans les replis du terrain et attendent que le vent leur apporte l'odeur de leur proie. Parfois, c'est un chevreuil distrait dans une plaine ouverte, d'autres fois un sanglier qui creuse la terre humide. Les radiations persistent dans l'environnement, mais les proies qu'elles consomment présentent rarement des niveaux susceptibles de les tuer. Les troupeaux semblent avoir appris quelles zones éviter et quels chemins suivre, comme si le paysage lui-même indiquait où la vie continue et où elle s'arrête. Les rythmes de la chasse changent au fil des saisons. En hiver, la neige recouvre les ruines et révèle chaque trace. Les loups avancent en suivant des traces fraîches, glissent le long des sentiers glacés et profitent du calme de l'air froid pour s'approcher sans être repérés. Le paysage leur est favorable. Les proies se déplacent avec plus de difficulté et le troupeau peut mieux se coordonner dans les espaces ouverts où la neige conserve la trace de chaque pas. Lorsque la glace fond et que la lumière revient inonder les clairières, leur stratégie change, même au sein d'un même territoire. En été, ils rôdent dans les hautes herbes, se cachent dans les recoins des bâtiments en ruine et calculent patiemment chacun de leurs mouvements. Ils n'ont pas besoin de s'approcher du cœur le plus radioactif, leur proie non plus. Ces deux espèces, peut-être par instinct ou par mémoire du paysage, demeurent dans les zones reculées où la végétation est plus dense et l'air plus pur. Leur déplacement semble découler d'une compréhension silencieuse de l'espace, comme s'ils reconnaissaient les endroits où le terrain reste hostile. Parfois, un troupeau entier s'arrête au bord d'une route abandonnée. Ils observent, reniflent et écoutent. Ils n'ont pas peur, ils évaluent simplement la situation. Et lorsque le vent confirme qu'il n'y a rien à craindre, ils reprennent leur route. Leurs itinéraires s'étendent sur des kilomètres, traçant une carte qui traverse des villages désertés, des champs reconquis par les arbres et des structures métalliques rongées par le temps. Pour eux, il n'y a pas de frontières. Ce qui pour l'homme est une cicatrice dangereuse est pour le loup un corridor de chasse regorgeant d'opportunités. Survivre ici n'est pas un exploit isolé. C'est un phénomène qui se répète de génération en génération. À Tchernobyl, les loups ne se contentent pas de rester, ils avancent. Cette expansion se traduit par des portées exceptionnellement nombreuses. Les jeunes nés sur ce territoire se développent avec une régularité qui surprend même ceux qui étudient leur comportement. L'état de santé de ces troupeaux ajoute une pièce supplémentaire au mystère. Malgré leur environnement radioactif, ils conservent une stabilité insoupçonnée. La nature semble avoir trouvé en eux une nouvelle façon de réagir face à un environnement qui devrait les affaiblir. Il ne s'agit pas de force, mais d'adaptation, d'un équilibre différent qui fait d'eux bien plus que de simples survivants. Les radiations sont toujours présentes, silencieuses et invisibles, mais les loups ont développé une manière unique d'y résister. Leur organisme semble tolérer les dommages différemment.
Leur système immunitaire réagit avec une intensité inhabituelle, altérée par des générations d'exposition. Il ne s'agit pas d'une immunité complète, mais d'une sorte de protection partielle qui leur permet de vivre là où d'autres organismes tomberaient malades. Dans un environnement marqué par les radiations, où la vie devrait reculer, que se passe-t-il à l'intérieur de ces corps pour permettre à un prédateur de prospérer sans aucun signe de retraite? La réponse n'est pas évidente. Le rayonnement n'illumine pas l'air et ne laisse pas de marques visibles sur l'écorce des arbres. Elle demeure cachée dans le sol, dans l'eau et dans la chaîne alimentaire. C'est une pulsation silencieuse qui accompagne chaque génération. Les loups ne peuvent pas le percevoir, mais leur biologie se développe sous cette présence constante, de leur premier souffle à leur dernier. Dans tout autre environnement, une exposition constante à ce type d'environnement endommagerait rapidement les tissus. Les cellules commenceraient à défaillir, les mutations s'accumuleraient de façon incontrôlable et le risque de tumeur augmenterait chaque année. Mais ici, la situation est bien différente. À Tchernobyl, les défenses des loups ne se limitent pas à une réaction passive. Ils se comportent comme s'ils étaient constamment en état d'alerte interne. Le système immunitaire de ces animaux réagit avec une intensité inhabituelle. Lorsque les radiations endommagent leur matériel génétique, l'organisme réagit plus rapidement que prévu. Les cellules défectueuses sont éliminées efficacement, les tissus endommagés sont réparés avec plus de précision et le taux de survie face à cette usure constante est remarquable. Il ne s'agit pas d'une invulnérabilité absolue, mais d'un équilibre dynamique entre les dommages et la réparation qui permet aux loups de survivre dans un environnement qui devrait constamment les affaiblir. Cette adaptation ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est le fruit d'un lent processus qui a débuté avec les premières générations exposées à cet environnement modifié. Au fil du temps, la pression constante des radiations a sélectionné les individus les mieux capables de la supporter. L'évolution progresse ainsi, dans des silences qui durent des décennies. Elle ne transforme pas une espèce immédiatement, mais accumule de petits changements qui ne deviennent visibles que lorsque le paysage présente de manière répétée les mêmes conditions. À Tchernobyl, ce paysage est resté impitoyable dès le premier jour et, pendant près de 40 ans, a agi comme un filtre persistant qui a poussé la population à modifier sa biologie sans qu'aucune génération ne perçoive le changement. Dans chaque portée, les individus dont l'organisme supportait mieux les dommages et réparait plus efficacement les erreurs internes avaient plus de chances de survivre. Au fil des ans, cette capacité s'est généralisée au sein de la population. Ce n'est pas un bouclier parfait, mais c'est un filtre qui a épargné les corps les plus fragiles et favorisé ceux qui pouvaient supporter ce qui serait insupportable pour les autres. Ce changement profond ne modifie en rien la façon dont ces animaux se présentent au monde. De l'extérieur, rien ne semble anormal. Les loups de Tchernobyl ne présentent pas de difformités frappantes ni de caractéristiques étranges, et à première vue, on pourrait les confondre avec n'importe quelle autre population de loups gris. Ils se déplacent avec agilité, chassent avec précision et élèvent leurs petits avec une vitalité indiscernable de celle de leurs lointains cousins. Tout ce qui est visible reste intact. La véritable différence est cachée, inscrite dans la façon dont leurs défenses réagissent, dans la façon dont chaque organe apprend à fonctionner sous une menace constante qui ne s'arrête jamais. Cette résilience interne se reflète dans la vie de la meute. Dans la zone d'exclusion, les groupes sont plus grands et plus stables que dans de nombreuses autres régions. Dans ces meutes, les jeunes atteignent l'âge adulte avec une fréquence inhabituelle. Les femelles peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de leur vie et les adultes conservent suffisamment de force pour maintenir le rythme de chasse pendant des années. La combinaison d'un territoire sans présence humaine et d'une biologie façonnée par la pression environnementale leur a permis, au fil du temps, d'occuper une place dominante dans l'écosystème. Ce sont de véritables prédateurs dans un environnement qui serait trop hostile pour d'autres grands mammifères. Dans un autre contexte, une exposition similaire aux radiations aurait des conséquences très différentes. Les loups, vivant dans un environnement contaminé, mais disposant de moins de temps pour s'adapter, présenteraient une fréquence plus élevée de maladies, une diminution de leur espérance de vie et une réduction notable de leur succès reproductif. Ce que nous observons chez ces animaux soulève une question inévitable. Assistons-nous à une adaptation profonde leur permettant de survivre aux radiations, à une simple résistance temporaire,
ou à la forme de survie la plus extrême qu'un prédateur puisse atteindre. La réponse complète reste encore cachée dans leur corps, dans des processus imperceptibles au premier abord. Mais le résultat est visible dans chaque empreinte sur la boue et dans chaque hurlement qui résonne parmi les ruines. Cependant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il ne suffit pas de regarder la situation actuelle. Aujourd'hui, nous voyons de puissants troupeaux se déplacer avec assurance sur un territoire silencieux, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Un jour, la forêt fut recouverte d'une poussière invisible et l'air changea sans prévenir. Les animaux qui y vivaient se retrouvèrent soudain confrontés à une menace qu'ils ne pouvaient comprendre. Les loups d'aujourd'hui sont les héritiers de cette histoire, mais n'en sont pas les témoins directs. La zone d'exclusion est aujourd'hui un paysage d'une vitalité inattendue, un écosystème qui a appris à vivre avec un héritage pollué. Mais avant que la nature ne reprenne ses droits sur les rues et les bâtiments vides, il y a eu une transition brutale, un moment où le sol est devenu toxique en quelques heures. Si des prédateurs capables de prospérer dans cet environnement existent aujourd'hui, le regard se tourne inévitablement vers le passé, vers le moment où tout a basculé. Qu'est-il arrivé aux animaux qui étaient là quand tout a commencé? Comment la faune sauvage réagissait-elle à l'époque où la forêt ne comprenait pas encore que le danger ne venait ni du froid ni de la faim, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait ni voir ni éviter? Il y a des décennies, lorsque la Terre a basculé du jour au lendemain, les animaux ne comprenèrent pas l'origine du danger, mais ils en comprenèrent les effets. La forêt qu'ils connaissaient ne réagissait plus de la même manière. L'air avait une teinte étrange, une légère odeur de métal humide qui s'imprégnait sur leur museau. La pluie n'a pas rafraîchi les choses, elle les a souillées. Et par endroits, le sol semblait avoir perdu une partie de sa vitalité en quelques heures seulement. Pour ceux qui habitaient ces terres, quelque chose s'était rompu dans la routine du paysage. Avant ce changement, la région de Tchernobyl était une mosaïque de forêts, de prairies et de rivières, où la vie suivait un rythme prévisible. Dans les clairières, des cerfs et des wapitis se déplaçaient parmi les longues ombres des pins et des bouleaux, tandis que des sangliers remuaient la litière de feuilles à la recherche de racines cachées. Plus près des sentiers, les renards rôdaient furtivement en bordure, guettant le moindre mouvement d'un rongeur dans l'herbe. Les lièvres restaient immobiles dans les hautes herbes, profitant du camouflage offert par la saison. Au-dessus de ce paysage, des rapaces traçaient de larges cercles au-dessus du fleuve Pripyat, suivant du regard le balai incessant des poissons, des amphibiens et des petites proies qui achevaient un cycle qui semblait immuable. C'était un écosystème fonctionnel, soumis aux contraintes habituelles, la faim, l'hiver, la prédation. Rien ne laissait présager que le véritable danger viendrait d'un élément invisible. Le changement s'est produit en quelques heures seulement. L'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a projeté dans l'atmosphère un nuage de particules radioactives, de minuscules fragments capables de contaminer le sol, l'eau et les organismes animaux par simple dépôt. Elles étaient invisibles, elles n'avaient pas d'odeur, mais elles voyageaient avec le vent et tombaient sur tout ce qui se trouvait sur leur passage. En quelques jours seulement, ce paysage fut marqué par un danger qu'aucun être vivant ne pouvait percevoir à l'œil nu. Ce danger était invisible, mais sa présence commençait à se manifester par des signes que les créatures percevaient sans les comprendre. D'abord, il y eut de faibles impressions, presque imperceptibles. Un bruit lointain parcourut l'air, une légère vibration traversa le sol et une lueur étrange illumina l'horizon d'une couleur qui n'était pas celle de l'aube. Puis vint la pluie, lourde et persistante, chargée d'une odeur métallique qui s'accrochait à la fourrure comme un avertissement silencieux, et lorsqu'elle cessa enfin, le silence s'installa. Un calme soudain qui, dans la nature, pèse plus lourd que n'importe quel rugissement. À partir de ce moment, le comportement des animaux commença à changer. Les premiers jours, ils réagirent comme ils le pouvaient, en s'éloignant. Les cerfs se retirèrent dans les profondeurs de la forêt, abandonnant les zones qu'ils traversaient quotidiennement. D'autres animaux modifièrent également leurs habitudes. Ils s'éloignèrent des rivages où l'eau n'avait plus le même goût, évitèrent les endroits où l'air dégageait une odeur étrange et empruntèrent des routes vers des zones où le sol restait encore mobile. Là où il y avait autrefois des empreintes de pas, des nids et des traces fraîches,
Des étendues vides commencèrent à apparaître, comme si le paysage disparaissait petit à petit. Mais tous ne pouvaient pas suivre cette retraite. Ce n'était pas une question de courage, mais de limite. Leur monde était trop petit pour leur offrir une issue. Les écureuils restèrent dans les arbres qu'ils connaissaient, s'accrochant à un territoire qu'ils ne pouvaient abandonner. Sous terre, les souris et les taupes continuaient leurs trajets habituels, protégés en apparence seulement par des tunnels qui atténuaient le changement, sans toutefois l'empêcher. Lorsqu'ils ont finalement émergé, le paysage était différent. Il y avait moins d'insectes, moins de petits oiseaux, et la végétation commençait à montrer des signes de dommages discrets. Certains n'ont pas survécu à cette première transition. Ceux qui y sont parvenus sont devenus, sans le savoir, le fondement des générations futures. Au fil des ans, les animaux qui s'étaient réfugiés dans des zones moins touchées ont commencé à revenir. Ils l'ont fait progressivement, poussés par la nécessité. La nourriture se faisait rare en périphérie, tandis que la zone abandonnée par les humains offrait quelque chose de déjà rare ailleurs, un espace ininterrompu. Les sangliers furent parmi les premiers à explorer à nouveau les clairières avoisinantes. Vinrent ensuite les cerfs, les lièvres et, derrière eux, les prédateurs. Parmi ces derniers, les loups reprirent leur patrouille nocturne, suivant des pistes que leurs ancêtres avaient abandonnées des années auparavant. Les générations de retour n'étaient pas identiques à celles qui avaient fui. Leur corps portait l'histoire récente de leur lignée, de petites variations qui favorisaient ceux qui avaient le mieux supporté les changements de leur environnement. Aucun signe visible de cette adaptation n'était perceptible, mais il existait des différences subtiles dans leur réaction aux maladies, dans leur façon de gérer le stress et dans l'efficacité avec laquelle ils utilisaient la nourriture dans un sol perturbé. Le rayonnement était toujours présent, silencieux, mais la vie avait appris à survivre malgré lui, en adaptant ses mécanismes internes tout en continuant à se reproduire. Parmi les rares survivants sous ce ciel bouleversé se trouvaient les petits mammifères du sol et des sous-bois. Mulots, campagnols et musaraignes continuaient de se déplacer entre les racines, les troncs d'arbres tombés et les étroits tunnels qui ne les protégèrent pas entièrement mais qui constituaient le seul abri qu'ils connaissaient. Chaque portée naissait dans un contexte plus incertain que la précédente, et le simple fait de grandir devenait une épreuve quotidienne qui façonnait leur corps de manière subtile et profonde. Il n'y avait pas de sélection consciente, seulement un processus continu dans lequel la survie favorisait les organismes les mieux à même de réparer les dommages et de rester fonctionnels dans un environnement sans répit. Au fil du temps, cette pression constante a façonné les populations restées dans la région et nombre d'entre elles ont commencé à manifester une résistance inattendue. Pour autant, cette adaptation interne ne résolvait pas le problème quotidien. Les animaux continuaient à évoluer sur un territoire modifié et leur façon d'interpréter le paysage s'en trouvait également altérée. Cela ne signifiait pas pour autant qu'ils comprenaient le danger chimique qui les entourait. Ils n'avaient pas conscience du concept de radiation, mais ils percevaient un environnement devenu instable. Ils évitaient les flaques d'eau stagnantes, même lorsqu'elles étaient remplies. Ils se tenaient à l'écart des zones où l'herbe poussait sans attirer les insectes. Ils se méfiaient des clairières où le vent ne portait aucune odeur de vie, seulement celle de l'humidité et de la rouille. Leurs itinéraires traçaient des frontières invisibles autour des points les plus endommagés, non pas grâce à un savoir abstrait, mais parce que des expériences répétées leur avaient appris qu'au-delà de ces frontières, la vie s'affaiblissait. Au fil des ans, ce qui avait commencé comme une évasion s'est transformé en un nouveau partage du territoire. L'absence d'hommes a permis à la végétation de proliférer sans limite, recouvrant les anciens chemins sous une masse de pousses et de racines et diluant les bâtiments dans une forêt qui a récupéré chaque mètre perdu. Dans ce scénario, les animaux ont réorganisé leurs itinéraires et leurs hiérarchies. Certains ont trouvé refuge là où régnait autrefois le bruit. D'autres évitent encore certains édifices et clairières comme s'il subsistait un vague souvenir d'un danger sans forme. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de cette longue négociation entre un environnement modifié et une faune désireuse de continuer à exister malgré tout. Cependant, au sein de ce nouvel équilibre, une question demeure. Les générations récentes ont appris à vivre dans ce paysage transformé, et certaines semblent même y prospérer.
Mais ceux qui étaient là dès les premiers instants, ceux qui ont respiré l'air altéré sans le savoir et bu l'eau avant que la forêt ne change à jamais, ont dû faire face à un défi inédit dans l'histoire récente de ces terres. Et alors se pose une question qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Si leurs corps ont dû réagir immédiatement, qu'est-il advenu des premières vies qui ont tenté de naître juste après, alors que chaque recoin de l'environnement portait encore la marque de l'accident? La suite ne dépendait pas des animaux ayant survécu à l'impact initial. La véritable épreuve concernait les premiers descendants qui tentaient de se frayer un chemin dans un territoire transformé de fond en comble. Ils sont nés sans le souvenir de la forêt précédente, mais dans un environnement où chaque élément, du sol à l'eau, conservait la trace du changement brutal. Dans les mois qui ont suivi l'accident, la reproduction a cessé d'être un processus stable. Les femelles, qui, pendant des années, avaient conçu sans difficulté, ont commencé à présenter des cycles irréguliers, comme si leur corps réagissait à un rythme qui ne correspondait plus à celui de leur environnement. À cette instabilité s'ajoutaient les mâles. Nombre d'entre eux semblaient en bonne santé, mais leur capacité de fécondation était réduite et chez plusieurs espèces, les accouplements se déroulaient sans qu'aucune naissance ne survienne. La forêt, qui avait été pendant des générations un espace fertile, traversa une saison silencieuse durant laquelle la vie persista, même si l'environnement n'était pas propice. Lorsque les premières portées sont enfin apparues, l'issue était incertaine. Chez les petits mammifères, certains nouveau-nés étaient plus faibles, moins mobiles, et leur croissance était plus lente que la normale. Ils ne présentaient aucun signe visible de ce qui se passait à l'intérieur, mais les premières heures de vie étaient cruciales. Certains mouraient sans jamais quitter le nid. D'autres n'ont tenu que quelques jours avant de succomber à un épuisement sans explication extérieure. Chez les oiseaux, un phénomène différent s'est produit. Nombre d'entre eux ont continué à nicher aux mêmes endroits qu'auparavant, guidés par des schémas ancestraux, mais le cycle ne se déroulait plus comme avant. Certains nids restèrent silencieux plus longtemps que d'habitude. Les œufs, froids et immobiles, semblaient avoir perdu toute envie de se développer. Chez les merles, les alouettes et les fauvettes, les oisillons qui parvenaient à sortir de leurs coquilles présentaient un plumage faible ou incomplet. Et certaines teintes qui avaient été intenses pendant des générations commençaient à s'estomper, comme si la pigmentation ne pouvait plus être maintenue de la même manière. Même l'aube commença à changer. Là où des dizaines de chants se mêlaient jadis, un nouveau silence émergea, un vide que la forêt ne pouvait combler. Les couples continuaient de retourner sur leur territoire, mais chaque saison entraînait moins de vols et une diminution notable des chants, tandis que certaines routes migratoires commençaient à se rompre sans prévenir. Ce qui animait autrefois la forêt commença à se dissoudre dans un silence qui progressait lentement, se propageant des arbres aux clairières et, peu à peu, jusqu'aux berges où prenait naissance l'eau. À mesure que ce vide s'étendait, le paysage révélait d'autres effets invisibles depuis la cime des arbres. Là où la forêt laissait place à des étangs, l'impact prenait une autre forme. Les amphibiens, dépendant de l'eau à chaque étape de leur développement, percevaient le changement avant beaucoup d'autres. Les étangs qui avaient servi de refuge à des générations semblaient identiques au premier abord, mais leur équilibre avait commencé à être perturbé sans prévenir. En apparence, tout restait serein, même si, au fond, les processus qui avaient permis la vie pendant des décennies commençaient à dysfonctionner. L'eau n'offrait plus la même stabilité. Sans changer d'apparence, elle avait perdu une partie de sa capacité à favoriser le développement. De légères variations de température, une légère diminution de l'oxygène. La présence de substances invisibles a perturbé des étapes cruciales du cycle de vie. Pour les amphibiens, qui dépendent de l'eau dès leur plus jeune âge, toute perturbation peut transformer un refuge familier en un lieu incertain. Les premiers signes apparurent chez les têtards. Certains perdirent l'équilibre et nageaient en rond, d'autres développèrent une queue plus courte ou plus faible, et beaucoup ne réagissaient plus aux stimuli qui avaient toujours régi leurs mouvements. Au lieu de progresser vers la métamorphose, ils restèrent suspendus dans une attente qui ne s'acheva jamais. Les échecs de ponte se multiplièrent. Les juvéniles arrivèrent affaiblis à la fin de l'été et seuls quelques-uns atteignirent la force nécessaire pour affronter le premier hiver. Il s'agissait de perturbations subtiles mais constantes, de fragments brisés d'un cycle qui avait fonctionné pendant des générations. Et bien qu'au départ cela semblât un problème isolé, il devint vite évident que ce qui se passait dans l'eau n'était que le début d'un déséquilibre bien plus vaste.
Dans plusieurs étangs de Tchernobyl, de petits poissons et de minuscules crustacés ont commencé à apparaître, flottant sans vie, comme si l'eau avait perdu sa capacité à les supporter. Les particules radioactives retombées après l'explosion, notamment le césium et le strontium accompagnés d'autres résidus invisibles transportés par la pluie, se sont mélangés à l'eau et ont perturbé son équilibre d'une manière à laquelle aucun organisme n'était préparé. À Tchernobyl, chaque couche de l'environnement avait gardé l'empreinte persistante de l'accident et cette impulsion invisible a continué d'agir longtemps après, étendant ses effets à l'ensemble de l'écosystème. Alors que les premières générations tentaient de prendre leur place, l'équilibre du paysage se rompit. De nombreuses proies commencèrent à montrer des réflexes plus lents, et les prédateurs constatèrent que les corps ne réagissaient plus avec leur agilité habituelle. Dans le même temps, sous la litière de feuilles, la communauté d'insectes qui assurait l'équilibre de la forêt diminuait sans prévenir. Là où résonnait autrefois le murmure incessant des coléoptères, des larves et des petits invertébrés, des espaces vides commencèrent à apparaître. Ce déclin a affecté toute la chaîne alimentaire. Les oiseaux insectivores sont retournés sur leur territoire et ont trouvé une forêt moins active et moins riche en nourriture pour leurs petits. Ce qui avait été un système stable commença à se désagréger simultanément en plusieurs endroits, comme si l'environnement perdait son équilibre. Le paysage semblait demeurer intact, mais sous la surface, des morceaux commençaient à disparaître. Malgré tout, parmi ces naissances ratées et ces vies trop courtes, une infime fraction a réussi à survivre. Les descendants qui ont survécu à leurs premiers mois n'ont pas acquis d'immunité, mais ils ont développé une tolérance légèrement supérieure à celle de la génération précédente. Cela ne se voyait ni à son apparence ni à ses mouvements, mais son corps réagissait différemment à l'usure constante de l'environnement. Au fil des ans, ces variations subtiles se sont accumulées. Ce qui avait d'abord constitué un obstacle insurmontable pour une grande partie de la faune est devenu un défi que certains individus pouvaient franchir, et ce léger avantage a fini par orienter le destin des générations suivantes. À partir de ce moment, les survivants les plus résistants cessèrent d'être des exceptions et devinrent le cœur du paysage animal. Ce ne sont ni les plus grands ni les plus rapides qui ont assuré la continuité de la vie à Tchernobyl, mais ceux dont le corps a réussi à rester fonctionnel dans un environnement transformé de fond en comble. De ces lignées émergèrent des lignées sans changement visible de l'extérieur, mais dotées d'une capacité interne qui redéfinit lentement la façon dont la faune pouvait exister sur ce territoire. Pendant des années, la faune sauvage s'est progressivement réadaptée. Les espèces ont trouvé l'espace qu'elles pouvaient encore occuper et les nouvelles générations ont intégré des adaptations subtiles qui leur ont permis de survivre dans cet environnement transformé. Dans les forêts et les prairies qui entouraient l'ancien point zéro, à quelques kilomètres du réacteur, le paysage s'anima de nouveau d'activité, même s'il ne retrouva jamais tout à fait son rythme d'antan. La faune sauvage avait réussi à s'adapter, mais les traces de l'accident persistaient dans des endroits qu'aucun animal ne pouvait complètement éviter. Et une autre question se pose alors, inévitable, lorsqu'on considère le paysage dans son ensemble. Si les animaux ont réussi à se reconstituer au fil du temps, qu'est-il advenu de la terre qui les nourrit? Aujourd'hui, dans le silence qui règne autour de Tchernobyl, le paysage semble contenir deux époques qui se superposent. Au premier abord, la végétation prolifère sans entrave, comme si la forêt avait reconquis tous les espaces laissés vacants par l'humanité. Mais sous cette surface verdoyante subsiste un héritage qui n'a jamais vraiment disparu. Chaque racine qui s'enfonce dans la terre touche ce qui était emprisonné depuis des décennies. Et pourtant, les arbres grandissent, les plantes germent et les tiges s'élancent vers la lumière. De près, le paysage révèle des irrégularités. Certaines pousses s'avancent avec une force inattendue, tandis que d'autres se cassent avant de se développer, comme si le sol offrait à la fois croissance et fragilité. Au milieu de ce mélange de résilience et de vulnérabilité, certaines plantes ont trouvé une autre façon de s'adapter. Au milieu des jeux d'ombre et de lumière, certaines espèces prospèrent là où d'autres ne le peuvent pas. Le chanvre pousse rapidement dans les zones où le sol conserve des déchets radioactifs issus de l'accident. Ces racines absorbent une partie de ces composés que le sol ne peut disperser naturellement. Et dans cet échange silencieux, il obtient des nutriments là où la plupart des autres espèces ne trouveraient que des substances nocives.
Des tournesols poussent à leur côté, des plantes semées il y a des décennies par la main de l'homme pour défricher les terres et qui continuent d'occuper les mêmes espaces aujourd'hui. Leurs racines s'enfoncent profondément dans le sol et captent le césium et le strontium avec une efficacité que peu d'espèces peuvent égaler. Elles ne présentent ni formes étranges ni couleurs inhabituelles, mais à l'intérieur d'elles, la chimie du sol se transforme en feuilles et en tiges. Là où les autres plantes s'arrêtent, les tournesols avancent, comme s'ils avaient appris à coexister avec ce que la forêt n'a pas encore réussi à dissoudre complètement. Leur présence témoigne non seulement d'une résistance, mais aussi d'une manière différente d'appréhender un environnement marqué par la pollution. Et dans les recoins les plus humides et les plus sombres de la zone, cette relation devient encore plus évidente dans le champignon noir qui prolifère sur les murs abandonnés et les sols plongés dans l'obscurité. Une forme de vie qui ne craint pas les radiations, mais les intègre au contraire. À première vue, il semble s'agir simplement d'un film sombre se déroulant calmement, mais son comportement révèle quelque chose de surprenant. Dans les zones où le rayonnement est le plus intense, sa croissance s'accélère et s'intensifie, comme s'il puisait dans cette énergie un regain d'énergie que les autres êtres ne peuvent exploiter. La mélanine qui assombrit sa surface ne se contente pas de la protéger, elle lui permet de convertir une partie de ce rayonnement en un stimulus pour rester actif, une stratégie qui transforme le désastre en ressource. Cette avancée silencieuse occupe les fissures, les passages effondrés et les structures trop contaminées pour que la végétation puisse y revenir. Là où l'accident a laissé un vide biologique, cet organisme remplit l'espace sans déplacer aucune autre forme de vie, marquant de sa présence les points où la Terre conserve encore l'empreinte la plus profonde de la catastrophe. Au fil du temps, cette adaptation extrême a suscité un intérêt bien au-delà de la zone d'exclusion. Sa capacité à utiliser le rayonnement comme source d'énergie a inspiré des études visant à déterminer si sa mélanine pourrait servir de modèle pour les matériaux de protection dans des environnements extrêmes, des réacteurs nucléaires aux futures missions spatiales. Ce qui apparaît ici comme une réponse silencieuse à une catastrophe offre néanmoins des indices sur la manière dont la vie pourrait se maintenir dans des paysages que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Mais si une forme minuscule a réussi à tirer profit de ce qui ne semblait être que destruction, qu'est-il arrivé aux endroits où l'impact a été absolu ? Au-delà des murs délabrés et du silence qui règne dans les bâtiments abandonnés, le paysage s'ouvre à nouveau. Au-delà des zones humides qui ont retrouvé leur activité, se trouve la région où les radiations ont frappé avec le plus de violence, l'ancienne forêt rouge. Là, la dose était si extrême que la végétation est morte presque instantanément, quelques heures seulement après que le nuage radioactif se soit déposé sur le sol et ait colonisé la cime des arbres. Tandis que cette poussière invisible tombait sans cesse, les aiguilles de pin commencèrent à perdre leur couleur habituelle. Elles ont d'abord pris une teinte jaunâtre puis orange, avant d'acquérir un rouge profond qu'aucune forêt ne devrait arborer. Vues du ciel, les premières équipes de secours ont pu apercevoir cette tache rougeâtre qui s'étendait parmi les arbres comme une plaie ouverte au milieu du paysage. C'était un signe très clair du niveau de pollution qui s'était accumulé là en très peu de temps. En moins d'une journée, chaque tronc, chaque branche et chaque buisson restèrent immobiles, saturés par un niveau de radiation auquel aucun organisme ne pouvait résister. C'était le seul endroit de toute la zone où l'impact fut immédiat et absolu, un lieu où la vie n'avait aucune possibilité de résister ou de s'adapter. Aujourd'hui, sur le même sol où reposent ces vestiges, de jeunes pins jaillissent, sans la même couleur ni la même fragilité. Ce sont des arbres qui ont poussé en terrain perturbé, où chaque centimètre recèle un mélange différent de nutriments et de contraintes. Certaines racines se développent normalement, d'autres rencontrent des barrières invisibles sous terre, et ce contraste se reflète dans la forme de la nouvelle forêt qui tente de reconquérir l'espace perdu. Ces différences internes deviennent visibles au premier abord. Certains pins poussent en hauteur sans difficulté, tandis que d'autres courbent leur tronc selon des angles étranges, comme s'ils grandissaient sous l'influence de forces qui n'existent pas dans d'autres forêts. Le paysage tout entier est un mélange de renaissance et de cicatrices. Même dans les prairies voisines, où le vent adoucit l'atmosphère, la végétation porte les traces d'une mémoire qui persiste. Dans certaines zones, l'herbe pousse avec une densité inattendue.
Dans d'autres, elle parvient à peine à recouvrir les endroits où le sol reste aride. Chaque hectare présente un équilibre différent, façonné par des décennies de contact entre la vie et ce qui était piégé sous la surface. Deux parcelles de terrain ne se comportent jamais de la même manière que leurs voisines. La diversité découle d'un héritage irrégulier et imprévisible. Et pourtant, le calme n'est pas de mise. Chaque année, de nouvelles pousses modifient un peu plus le paysage. La végétation réagit avec une patience qu'aucune autre forme de vie ne saurait imiter. Là où le sol reste inhospitalier, les tiges qui parviennent à survivre deviennent des pionnières. Là où le sol devient plus hospitalier, d'autres espèces se joignent à la progression. Tout change lentement mais sûrement, comme si la forêt entière apprenait à habiter un terrain qui n'est jamais pleinement défini. Ce processus silencieux a transformé les fondements de l'écosystème. Les plantes qui ont réussi à s'adapter sont devenues le support des nouvelles générations d'animaux qui peuplent aujourd'hui la région. Chaque feuille qui résiste, chaque racine qui s'accroche à la terre contaminée, entretient une chaîne de vie qui se reconstruit sans témoin. Ce qui semblait autrefois un territoire condamné est devenu, au fil des ans, un refuge pour des créatures qui y ont trouvé un espace sans concurrence humaine. Et si le sol changeait et que les plantes changeaient avec lui, la façon dont la vie se déplace dans ses clairières et ses couloirs changeait également. Pour certaines espèces, ces terres sont devenues un laboratoire involontaire où la survie dépend de la reconnaissance de signaux qui n'existent nulle part ailleurs. L'adaptation est devenue une manière de lire l'environnement, une réponse qui transforme celui qui l'interprète. Si même la forêt a appris à coexister avec ce que la terre recèle, quelles créatures ont foulé ce sol de renouveau silencieux et découvert à Tchernobyl un territoire différent du reste du monde? Comment la vie change-t-elle lorsque le seul prédateur que presque tout le monde craignait, l'être humain, disparaît? Le présent de Tchernobyl répond à cette question à chaque tournant. Sur ce territoire où le souvenir de la catastrophe persiste parmi les arbres, les barrages s'avancent sans l'ombre d'une présence humaine qui jadis rythmait chaque mouvement. Routes défoncées, maisons ouvertes et champs oubliés se transformèrent en corridors, abris et nouvelles frontières où l'équilibre entre chasseurs et proies prit une toute autre dimension. Dans les premières décennies qui suivirent l'abandon des lieux, ce furent les plus petits animaux qui reconquirent le plus rapidement les terres. Parmi eux, les rongeurs prospérèrent avec une facilité inattendue. Leurs corps agiles trouvèrent dans les ruines des bâtiments un labyrinthe de terriers prêts à les accueillir. Sans chats pour limiter leur population, sans circulation pour perturber leurs déplacements nocturnes, et avec une abondance de graines et d'insectes poussant sans activité humaine autour d'eux, leur nombre a augmenté jusqu'à devenir la base de tout le réseau trophique. Cette explosion initiale a attiré l'attention de nombreuses espèces. Les oiseaux charognards et insectivores ont trouvé dans les villages abandonnés un point de départ idéal pour étendre leur territoire. L'absence de bruit a facilité leur période de nidification, et les bâtiments en ruine se sont transformés en points d'observation surélevés d'où l'on pouvait observer les petits mammifères qui se déplacèrent parmi les décombres. Même les oiseaux les plus sensibles au stress trouvaient ici un répit, où le silence est plus profond que dans n'importe quelle forêt voisine. Mais parmi toutes les proies qui en ont profité, rares sont celles qui ont atteint la robustesse des sangliers. Contrairement aux autres animaux, leur corps résistant a supporté sans broncher les sols instables et les variations de l'environnement pollué. Racines, charognes, fruits sauvages et insectes faisaient partie de leur régime alimentaire diversifié et cette flexibilité leur a permis de se multiplier à un rythme qui serait impossible dans les régions contrôlées par l'homme. Partout où une famille de sangliers s'installe, le paysage se transforme. Ils retournent la terre, créent de petites clairières et modifient la surface d'une forêt qui se réorganise autour d'eux. Tchernobyl a été métamorphosé par eux. Au fil du temps, leur recherche constante de nourriture les a amenés à s'aventurer dans des zones que les autres espèces évitaient. Sous la couche humide de la forêt, où poussent des champignons qui retiennent certains composés présents dans le sol, les sangliers ont trouvé des ressources qui leur ont permis d'étendre encore davantage leur territoire. Ce comportement en faisait certains des animaux présentant la charge radioactive la plus élevée de la région, et pourtant ils continuaient à se reproduire à une fréquence qui défie toutes les prédictions. Cette expansion constante a remodelé le terrain.
Ce que les sangliers avaient perturbé, d'autres l'ont trouvé dégagé, et dans ces clairières irrégulières, les chevreuils ont commencé à se déplacer différemment. Ils avançaient avec une prudence silencieuse, suivant des couloirs qui étaient autrefois des chemins humains et qui formaient maintenant des lignes invisibles entre les jeunes arbres. Ils marquaient une longue pause avant de traverser un espace ouvert, comme s'ils entendaient des vibrations que les autres ne percevaient pas. Et ils choisissaient de se nourrir de hautes pousses, loin de la poussière qui recouvrait encore le sol. Dans ce nouvel ordre, ils ont trouvé le moyen de prospérer en interprétant le paysage à distance et en hauteur, là où les autres animaux hésitaient. Les lièvres, toujours en mouvement, trouvèrent refuge dans les lisières, envahies par la végétation. Ils profitaient des fourrés denses et des vieux sentiers à demi enfouis pour disparaître en un instant, se déplaçant plus librement qu'ailleurs et étendant leur activité à des moments de la journée où on les voyait rarement auparavant. Ce schéma s'est répété dans d'autres barrages qui utilisaient également ces passages naturels. Au fil du temps, ces corridors irréguliers sont devenus des voies qui rythmaient le paysage, des lignes de mouvement constant qui attiraient ceux qui se cachaient à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Les prédateurs qui sont revenus sur ces territoires l'ont fait suite à cette abondance mobile. Le lynx, insaisissable et silencieux, a reconquis des espaces qui lui étaient restés inaccessibles pendant des décennies. Sous son regard précis, les forêts se densifiaient et les jeunes arbres, intacts depuis des années, lui offraient un camouflage parfait pendant ses heures de traque. Leur présence a commencé à rééquilibrer la chaîne alimentaire. Chaque avancée calculée permettait de contenir les jeunes chevreuils, les lièvres imprudents et les oiseaux terrestres qui avaient prospéré plus vite que leur prudence ne le leur permettait. Dans ce même décor, une autre ombre rôdait, employant une stratégie différente. Les renards, plus audacieux et opportunistes, exploraient les villages désertés comme s'il s'agissait d'extensions naturelles de la forêt. Ils chassèrent les rongeurs avec précision, fouillaient les caves effondrées à la recherche de restes utiles et occupaient les terriers abandonnés par d'autres espèces. Avec des nuits plus calmes et des routes dégagées, ils ont étendu leur voyage et leur population ont cru en même temps que le nouveau paysage. Et à mesure que le sol se couvrait de traces, le ciel changeait lui aussi. Les rapaces ont joué un rôle crucial dans cette reconfiguration. Hiboux, grands-ducs, faucons et éperviers ont trouvé des sites de nidification dans les tours métalliques corrodées qui n'existaient pas auparavant. De ces hauteurs, ils observent un territoire différent de celui d'il y a des décennies, un espace qui ne brille plus la nuit et ne vibre plus des bruits qui autrefois déchirèrent l'air. Cette immense tranquillité, sans lumière soudaine ni chocs étrangers à la forêt, leur offre un avantage inattendu, la possibilité de se concentrer sur le moindre mouvement dans la végétation. L'abondance de rongeurs et de petits oiseaux assure des saisons de reproduction plus stables, des cycles qui prospèrent mieux que dans les zones périphériques où le rythme de l'environnement se modifie au gré des présences et des sons qui ont cessé d'exister ici. Mais même avec cet avantage apparent depuis les airs, l'équilibre n'est pas totalement rompu. Les prédateurs ne dominent pas totalement, et les proies ne sont pas aussi vulnérables qu'on pourrait le croire. Tout fonctionne comme un système improvisé. Chaque espèce occupe l'espace qu'elle trouve, chaque mouvement déclenche une réaction et chaque saison impose un réajustement des règles. Tchernobyl n'est ni un refuge intact ni une zone dévastée par la radioactivité. C'est un réseau qui s'adapte, s'étend et se réorganise en fonction des possibilités offertes par son environnement. Ce paysage transformé ne correspond à aucun autre écosystème du continent. Ici, l'abondance des proies est déterminée par leur capacité à tolérer de faibles doses de radiation. La prospérité des prédateurs dépend de leur capacité à naviguer dans les zones les plus dangereuses de leur territoire. Rien n'est figé. Tout est conditionné par un mélange de liberté écologique et de risques invisibles. Et parmi toutes les espèces qui ont appris à interpréter ce nouvel équilibre, il en est une qui se distingue non par sa férocité ou sa furtivité, mais par sa présence inattendue. Une créature qui n'appartenait pas à cet endroit à l'origine, mais qui a trouvé à Tchernobyl un sanctuaire improbable, un territoire où elle pouvait à nouveau exister sans la menace de l'homme. Que s'est-il passé lorsqu'un animal presque éteint est arrivé sur ces terres ravagées et a découvert, contre toute logique, qu'il avait de meilleures chances de survivre ici que partout ailleurs sur la planète ?
Il existe ici une créature qui a prospéré comme nulle part ailleurs sur la planète. Une espèce qui, contre toute logique, a trouvé dans cette zone interdite l'espace que le reste du monde lui avait refusé. Elle n'est pas arrivée par hasard ni par migration naturelle. Elle a été délibérément amenée sur un territoire marqué par la catastrophe, dans l'espoir que, là où les humains ne pouvaient plus vivre, elle y trouve une seconde chance. Il parcourt en silence les pâturages qui ont envahi d'anciennes terres agricoles. Ses sabots foulent les chemins craquelés, désormais couverts de hautes herbes et de fleurs sauvages que personne n'a coupées depuis des décennies. De loin, il ressemble à un cheval ordinaire, mais son corps est plus compact, son encolure plus robuste et sa tête plus courte et plus massive. Sa crinière raide et hérissée lui donne un aspect primitif. C'est le cheval de Przewalski, l'un des derniers chevaux véritablement sauvages de la planète. À la fin des années 1990, alors que la zone d'exclusion était déjà dépourvue de présence humaine permanente depuis des années, une décision inattendue a été prise. Introduire un petit groupe de ces chevaux. Ils étaient une trentaine, transférés d'autres réserves d'Europe de l'Est. La logique était aussi simple que risquée. Tchernobyl offrait quelque chose que presque aucun autre endroit ne pouvait proposer. Des milliers d'hectares sans route, sans ferme, sans clôture et sans la pression constante de l'élevage et de l'expansion humaine. Pour cette espèce, qui avait frôlé l'extinction quelques décennies auparavant, ce lieu marqué par les radiations devint un laboratoire à ciel ouvert. Personne ne savait avec certitude si elle survivrait. Le sol portait des traces de pollution, l'eau transportait des résidus invisibles et la végétation n'était plus exactement la même que celle de ses habitats historiques. Mais il y avait de l'espace, de l'herbe et, surtout, une absence quasi totale d'intervention humaine. Dans un monde où les frontières étaient superflues, ce territoire représentait un vide disponible. Les premiers mois furent consacrés à l'exploration. Les chevaux parcouraient les prairies ouvertes, traversaient des bandes de jeunes forêts et s'arrêtaient dans des clairières où l'on pouvait encore apercevoir les contours de villages oubliés. Ils ne comprenaient rien aux ruines ni à l'histoire, seulement à la nourriture et à l'abri. Bientôt, ils commencèrent à établir leurs propres habitudes, aires de repos, itinéraires de déplacement, points d'accès à l'eau. La zone d'exclusion, qui pour beaucoup était synonyme d'abandon, s'est transformée en une nouvelle carte pour eux. Au fil des ans, les groupes se sont organisés selon leur structure naturelle. Un mâle dominant rassemble plusieurs femelles et les maintient ensemble au sein d'une petite unité familiale, tandis que d'autres mâles, plus jeunes ou déplacés, errent en petits groupes à la périphérie. Dans les plaines ouvertes, ces formations sont clairement discernables. Un groupe compact de corps broutant ensemble, et plus loin, des silhouettes solitaires se déplaçant sans but précis, attendant leur propre opportunité. Chaque printemps, naissent des poulains qui n'ont jamais connu d'autre monde que celui-ci. Ils grandissent parmi les buissons et les bâtiments abandonnés, apprennent à suivre leur mère sur des chemins qui furent jadis des rues et des autoroutes, et s'abreuvent dans les mares formées dans les cratères de l'asphalte érodé. Comme dans toute population sauvage, certains jeunes ne survivent pas. Mais la plupart atteignent l'âge adulte et contribuent à l'augmentation de la population qui, au fil du temps, a facilement dépassé la centaine d'individus. La radioactivité n'a pas disparu, mais sa répartition est inégale. Il existe des zones où les niveaux sont plus élevés et d'autres où le risque est plus faible. Les chevaux ne connaissent pas ces chiffres, mais ils réagissent aux conditions du terrain. Ils évitent certaines zones sans raison apparente pour l'œil humain, préférant d'autres où l'herbe pousse plus dense et où l'eau coule plus régulièrement. Ils ne sont pas immunisés contre l'environnement, mais ils ont appris de génération en génération à évoluer dans les limites du tolérable. L'étude de ces animaux ne révèle ni monstres ni difformités spectaculaires. Elle met plutôt en lumière quelque chose de moins frappant, mais tout aussi révélateur, une population fonctionnelle. Certains individus sont malades, d'autres robustes, certains vieillissent plus vite, d'autres résistent mieux au temps, comme c'est le cas dans tout groupe sauvage. Mais dans l'ensemble, les chevaux de Przewalski de Tchernobyl se reproduisent, se déplacent et conservent une structure sociale stable. Dans un lieu que beaucoup imaginaient mort, ils ont instauré une routine. Leur présence a également modifié le paysage. En broutant constamment, ils maintiennent ouvertes les clairières et les prairies qui, autrement, auraient disparu sous l'avancée continue de la forêt.
Cette activité empêche la végétation de devenir trop dense et profite à d'autres espèces qui dépendent des espaces ouverts, comme certains oiseaux et petits mammifères. À leur insu, ces chevaux sont devenus de discrets ingénieurs de l'écosystème, façonnant la végétation de la zone d'exclusion à chaque bouchée. Parfois, elles avancent en file indienne entre des poteaux électriques rouillés et des wagons immobilisés à jamais sur des voies ferrées tortueuses. D'autres fois, elles se reposent dans les cours de vieilles maisons dont les fondations sont à peine visibles sous l'herbe. À leurs yeux, il n'y a pas de ruines, seulement de l'ombre et un abri. L'histoire humaine s'est arrêtée ici, mais pour eux, ce lieu est simplement un territoire, une zone où manger, fuir, se reproduire et vieillir. La catastrophe qui a déplacé des populations a involontairement ouvert un refuge à une espèce qui avait presque disparu de la carte. Le cheval de Przewalski est l'un des symboles les plus puissants de ce qui se produit lorsque l'intervention humaine est totalement retirée. Ils n'ont pas été sauvés par des technologies de pointe, ni par des infrastructures conçues spécifiquement pour eux. C'est simplement notre absence, conjuguée à un environnement qui, malgré ses risques, leur offrait plus d'opportunités que de menaces. Dans un monde où presque tout est délimité par des routes, des clôtures et des agglomérations, leur plus grand avantage était de trouver un espace où personne ne les revendiquait. Ce paradoxe résume bien une grande partie de l'histoire récente de Tchernobyl. Ce qui était autrefois synonyme de danger et de dévastation est aussi devenu un refuge pour certaines formes de vie. Non pas parce que les radiations sont inoffensives, mais parce que la pression humaine a soudainement disparu. Pour ces chevaux, le risque invisible de l'environnement s'est avéré moins mortel que la présence visible de l'homme. Et dans cet équilibre fragile, leur population continue de progresser pas à pas sur un territoire qu'ils ont appris à s'approprier. Cependant, ce n'est pas toute l'histoire. Toutes les espèces n'ont pas trouvé refuge à Tchernobyl. Certaines continuent de progresser le long d'une frontière fragile, façonnée par un environnement imprévisible qui porte encore des cicatrices invisibles sous la végétation. L'adaptation se poursuit, mais les radiations aussi. Et entre ces deux extrêmes, chaque génération est confrontée à des conditions inédites. La vie prospère, certes, mais elle évolue aussi d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une question inévitable se pose alors. Quel chemin suivront les créatures de Tchernobyl lorsque les décennies à venir transformeront encore davantage ce territoire qu'elles sont en train de redéfinir? Au premier abord, la zone d'exclusion semble figée dans le temps. Les chemins déserts, les structures rouillées et les arbres noueux donnent l'impression que rien ne change trop vite dans ce coin du monde. Mais sous cette apparence immuable, la vie suit son cours. Les animaux qui peuplent aujourd'hui Tchernobyl sont les descendants de ceux qui ont survécu aux premières années suivant la catastrophe, et cet héritage marqué par les radiations constitue un point de départ pour réfléchir à leur avenir. L'écosystème, bien que paraissant stable, continue de se transformer, et les espèces qui le composent évoluent dans des directions que nous commençons à peine à comprendre. Cet avenir n'est pas uniquement déterminé par les radiations, mais aussi par l'absence quasi totale de présence humaine. Des décennies sans agriculture, sans nouvelles routes, sans machines, ni expansion urbaine ont permis à de vastes régions de se renaturaliser à un rythme qui serait impossible ailleurs. Libérés du bruit incessant de la civilisation, de nombreux animaux ont étendu leur territoire, se déplacent plus librement et remplissent des rôles écologiques qui étaient fragmentés ou affaiblis par le passé. Cette expansion soulève d'importantes questions quant à l'évolution de leur population et aux implications que cela pourrait avoir pour les siècles à venir. Bien qu'inégale et localisée aujourd'hui, la radiation continue d'exercer une pression sélective. Certaines espèces peuvent développer des générations plus résistantes, tandis que d'autres peuvent se stabiliser à des niveaux de variabilité génétique limitant leurs chances de survie. La théorie la plus largement acceptée est que certains mammifères de taille moyenne, notamment les ongulés et les petits carnivores, pourraient devenir de moins en moins sensibles à certains types de tumeurs et de dysfonctionnements cellulaires. Il ne s'agit pas de transformations spectaculaires, mais d'adaptations progressives qui se renforceraient à mesure que la sélection naturelle accomplirait son œuvre silencieusement et constamment. Cette possibilité ouvre un débat profond sur la capacité du vivant à utiliser même une menace mortelle comme moteur de l'évolution. Mais toutes les interprétations ne laissent pas présager un avenir optimiste.
Certains chercheurs avertissent qu'une augmentation de la tolérance aux radiations ne garantit pas une stabilité à long terme. Les mutations accumulées pourraient, à un moment donné, engendrer des fragilités inattendues, une fertilité réduite, un système immunitaire instable ou des altérations physiologiques qui restent invisibles pendant plusieurs générations avant de se manifester. Le véritable risque ne réside pas dans ce qui s'est déjà produit, mais dans ce qui pourrait encore se développer à un rythme imperceptible à l'œil nu. La nature peut être résiliente, mais il peut aussi lui falloir des siècles pour révéler les conséquences d'une pression aussi extrême. Au-delà des mutations, une autre dimension d'incertitude existe. Dans un monde où de nombreux écosystèmes subissent l'expansion agricole, l'exploitation minière ou l'urbanisation, les animaux de Tchernobyl se sont habitués à vivre sans intervention humaine. Cela pourrait les modifier de manière subtile, des territoires plus vastes, des routes migratoires plus longues et une perception moindre du risque associé à la présence humaine. Si certaines espèces commencent à s'aventurer au-delà de la zone d'exclusion, que ce soit en raison de la concurrence, de la rareté des ressources ou d'une simple variation naturelle, elles pourraient entrer en contact avec des zones habitées. Jusqu'à présent, cela n'a pas représenté un réel danger, mais on ne peut exclure qu'à l'avenir, certains prédateurs ou charognards étendent suffisamment leur territoire pour s'approcher des zones habitées. Cette possibilité soulève une autre question. Qu'advient-il des personnes nées en territoire radioactif qui s'installent dans des régions non contaminées? Dans la plupart des cas, leur physiologie les protège des risques immédiats. La radioactivité n'est pas contagieuse et les animaux n'irradient pas activement leur environnement. Toutefois, les tissus contaminés, les eaux enrichies en isotopes et le transport de particules fixées à la fourrure pourraient, dans des situations exceptionnelles, constituer des points de surveillance. La probabilité est faible, mais au fil des générations, la présence ou l'absence de ces traces fera partie du suivi continu de la zone. Pendant ce temps, au cœur de la forêt et le long des berges, les animaux poursuivent leur vie quotidienne. Des faons naissent sans malformation et des chauves-souris trouvent refuge dans des structures abandonnées où la radioactivité persiste à peine, faible écho d'un passé révolu. Cependant, toute la faune de Tchernobyl ne s'est pas adaptée avec la même facilité. Parmi les jeunes forêts, les prairies reconquises et les bâtiments envahis par la végétation, vit un petit habitant qui, malgré sa légèreté et sa capacité à traverser les continents, paie encore un prix que d'autres ont déjà laissé derrière eux. L'hirondelle commune, l'un des oiseaux les plus reconnaissables de l'hémisphère nord, continue de revenir année après année sur les ruines du même territoire où la catastrophe a bouleversé l'équilibre à jamais. Légère, agile et précise dans les airs, ses ailes arquées semblent indifférentes au poids de l'histoire. Elle vole avec aisance parmi les fenêtres brisées, se perche avec assurance sur les poutres rouillées et niche dans les recoins où se dressaient jadis portes et toits. Rien dans son comportement ne trahit la menace silencieuse qui plane sur chaque surface qu'il touche. Contrairement aux grands mammifères, leur petit corps ne peut amortir les chocs. Leur métabolisme accéléré, conçu pour leur permettre de parcourir des milliers de kilomètres, exige une production constante d'antioxydants afin de neutraliser les dommages causés par l'effort. Mais à Tchernobyl, cet équilibre est plus difficile à maintenir. Les insectes dont il se nourrit accumulent des particules provenant du sol et des plantes, et même en petite quantité, elles suffisent à affaiblir cet organisme fragile. Ce qui est tolérable pour les autres animaux devient un défi pour elles, un défi qui se renouvelle à chaque saison. L'arrivée de l'hirondelle est toujours la même. Elle traverse mers, déserts et chaînes de montagnes pour revenir à l'endroit précis où elle a construit son nid l'année précédente. Rien ne la décourage, ni l'immense distance, ni le souvenir silencieux du paysage. Elle s'assoit sur les vestiges d'une structure métallique et regarde autour d'elle comme si elle reconnaissait une maison qui, à un moment lointain, appartenait à un autre monde. Puis il descend, ramasse de la boue humide dans une flaque d'eau stagnante et commence à reconstruire le nid. Chaque motte de boue qu'elle transporte recèle un risque. À première vue, ce n'est que de la terre sombre mêlée d'eau. En profondeur, elle conserve les traces d'un environnement qui continue de transformer la vie avec la lenteur de l'invisible. Malgré tout, l'hirondelle poursuit son chemin. Elle façonne le bord du bol, y ajoute des fibres, arrange ses plumes. Elle ne perçoit ni les dangers à venir, ni les particules en suspension.
Elle comprend les saisons, les cycles, l'irrépressible nécessité de persévérer. Lorsque les œufs apparaissent enfin, le contraste est frappant. À Tchernobyl, les coquilles sont généralement plus fines, plus vulnérables aux froids nocturnes et aux rafales de vent. L'incubation demande plus d'efforts et de temps, et malgré la persévérance de la mère, cela ne suffit pas toujours. Sur 5 œufs, 3 écloront peut-être. Parmi ces 3, 2 survivront peut-être plus de quelques jours. Les poussins naissent avec un duvet irrégulier, des yeux qui mettent plus de temps à s'ouvrir ou des taches blanches anormales. Ce sont des détails insignifiants, presque imperceptibles, mais qui font toute la différence entre une vie épanouie et une vie qui s'arrête avant même d'avoir commencé. La croissance est lente, les ailes mettent du temps à se développer, le corps reste petit et la première tentative de vol survient plus tard que dans d'autres régions. Certains oisillons survivent grâce à leur persévérance hors du commun. Ils s'accrochent au bord du nid, quémandent de la nourriture avec une vigueur insoupçonnée et endurent les rigueurs du quotidien. D'autres succombent prématurément, incapables de soutenir la lutte silencieuse qu'exige cet environnement. Pour la mère, chaque perte n'est qu'un fragment du cycle, mais pour l'écosystème, cela signifie une réduction constante qui s'accumule année après année. Alors que les lignées de loups et de chevaux ont eu des générations entières pour sélectionner les individus les plus résistants, les hirondelles répètent un cycle qui les expose sans cesse aux mêmes risques. Elles migrent, s'éloignent, reviennent, pondent des œufs et ainsi de suite. Il n'y a pas d'isolement prolongé qui favorise une adaptation profonde. Leur vie est plutôt un balancement entre différents mondes. Ce sur quoi ils survivent un été, ils le perdent l'année suivante. Et bien que leur population n'ait pas disparu, elle n'a pas réussi à se développer comme d'autres espèces de la région. Malgré tout, la persistance se poursuit. À chaque nouvelle saison, les ruines se remplissent de petites silhouettes qui traversent des fils électriques tombés, franchissent des fenêtres vides et reconstruisent des maisons éphémères. Leur court vol au-dessus des prairies montre que la vie ne renonce jamais, même quand tout semble perdu. L'hirondelle est en apparence un symbole d'espoir. Mais plus profondément, elle prouve que la nature ne trouve pas toujours la facilité de s'adapter. L'observation de ce processus révèle une vérité incontournable. Tchernobyl n'agit pas comme un refuge universel, mais comme un filtre. Certaines espèces prospèrent, d'autres déclinent. Certains trouvent la liberté dans l'absence des humains, d'autres subissent des souffrances auxquelles ils ne peuvent échapper, ni qu'ils ne peuvent comprendre. Et parmi tous ces êtres, l'hirondelle incarne la frontière la plus ténue entre résilience et vulnérabilité. Leur présence nous rappelle que la vie n'évolue pas au même rythme pour tous et que sur ce territoire où les arbres ont repoussé et où les grands prédateurs ont reconquis leur espace, il existe aussi des créatures qui luttent quotidiennement pour survivre au bord du gouffre. Elles ne disparaissent ni ne dominent, elles survivent, tout simplement. À Tchernobyl, la vie a démontré quelque chose qui transcende toute catastrophe. Son inépuisable capacité à rester ferme, même lorsque l'environnement semble déterminé à l'anéantir. Là où toute habitation humaine était devenue impossible, la nature n'a pas reculé d'un pouce. Elle n'a attendu ni des conditions favorables, ni la disparition des dégâts. Elle a simplement poursuivi son cours, comme elle l'a toujours fait depuis l'apparition de la vie sur Terre. Malgré les radiations, le sol contaminé et l'air altéré, les créatures difformes imaginées dans les mythes modernes n'ont pas fait leur apparition ici. Aucun monstre issu de la fiction n'a paru, ni aucune bête impossible façonnée par l'imagination. Ce qui émergea fut quelque chose de bien plus discret, silencieux et profondément réel. Des organismes qui apprirent à survivre en effectuant de petites adaptations, sans drame ni fanfare, guidés uniquement par la logique interne de leur propre biologie. La vie à Tchernobyl n'a pas changé de forme, elle a changé de stratégie. Au lieu de transformer leur corps en caricatures grotesques, ils ont emprunté des voies évolutives moins visibles. Elle a ajusté les rythmes cellulaires, réorganisé les défenses internes et modifié la façon dont les organismes font face aux dommages. Elle n'a pas agi ainsi pour défier les radiations, mais pour trouver un point d'équilibre dans un territoire où l'ensemble du système avait été perturbé. Ainsi, l'évolution n'a pas agi comme un coup de tonnerre soudain, mais comme un murmure persistant qui, décennie après décennie, a façonné chaque espèce. En revanche, la présence humaine révèle un paradoxe indéniable.
Malgré des technologies de pointe, des mesures précises et des protocoles permettant d'anticiper les dangers, nous ne pouvons toujours pas habiter cette région. Le corps humain ne peut supporter ce à quoi la faune sauvage s'est habituée inconsciemment. Les radiations émises par l'humanité sont les mêmes que celles que la faune sauvage perçoit comme faisant partie intégrante de son environnement. Non pas parce que c'est inoffensif, mais parce que la faune sauvage n'a pas d'attente. Elle n'a pas peur, elle ne spécule pas, elle ne cherche pas à modifier son environnement. Elle s'adapte, tout simplement. C'est là la différence essentielle. Les êtres humains étudient, prévoient et évaluent les risques et les conséquences. Les animaux, quant à eux, ne cherchent pas d'explication et ne résistent pas au changement. Dans leur apparente simplicité, elles possèdent une flexibilité qui surpasse la nôtre. Elles ne négocient pas avec la réalité, elles ne la contestent pas, elles laissent la réalité les transformer. Et dans cet acte réside une sagesse plus ancienne que toute méthode scientifique, l'acceptation totale de l'environnement, même lorsqu'il devient extrême. Tchernobyl est devenu, malgré lui, un lieu où cette sagesse s'est manifestée. Un territoire qui, bien que marqué par la dévastation, demeure vivant. L'absence d'humains a permis à des espèces auparavant limitées par l'activité humaine de reconquérir des territoires, des voies de passage et des terrains de chasse. Non pas parce que les radiations sont bénéfiques, mais parce que la vie, lorsqu'elle n'est ni contrainte ni perturbée, tend à se développer même sur des sols qui conservent des cicatrices invisibles. Tchernobyl nous rappelle que la vie peut renaître là où cela semble improbable et que l'adaptation, bien que lente, possède une force qui permet de surmonter toute menace. En ce lieu où l'homme ne peut plus demeurer, la nature poursuit son cours. Non par défi, mais par essence. Car tant qu'il existera un recoin où la vie pourra croître, même à l'ombre des radiations, elle fera exactement ce qu'elle a toujours fait, trouver un chemin. Voilà l'héritage de Tchernobyl. Non pas la catastrophe, non pas le silence, mais la preuve que la vie, même face au pire, ne cesse jamais d'essayer.